Nous, on parle beaucoup de transformation dans ce T-Day. Côté transformation, vous y connaissez. Transformer ce groupe mondial sur fond de révolution numérique, de finances responsables et durables, dans un contexte volatile et incertain, voilà, qui vous occupe au quotidien jusqu'en mai prochain, avant de présider, ou plutôt de prendre soin d'un autre fleuron français, Sanofi. Voilà, la mondialisation dans tous ses états, vous en parlez en compagnie de Philippe Mabille. Merci d'être là. Asseyez-vous, Frédéric. Alors, jusqu'où peut-on aller dans la transformation d'une banque, Frédéric Oudéa? Effectivement, ça fait 15 ans que vous êtes à la tête de la Société Générale, qui est une banque qui ne porte pas le nom de banque. On y reviendra. La question de l'identité d'une banque dans ces projets de transformation me semble un sujet de discussion intéressant. Mais peut-être pour commencer et rebondir d'abord sur la conjoncture que nous traversons, le monde qui est en train de changer, ce que vient de dire le ministre, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez, vous, de ce basculement du monde. Vous l'avez même un peu subi dans votre chair. Vous avez dû partir précipitamment, ce n'était pas prévu, de Russie avec la banque Rosbank. Cette retraite de Russie vous a coûté de l'argent. Et surtout, comment est-ce qu'elle vous conduit à repenser votre stratégie à l'international? Est-ce que, là aussi, ma question, c'est est-ce que vous allez vous replier, d'une certaine façon? Est-ce que tout le monde, d'ailleurs, risque pas de se replier sur sa zone de chalandise, dans votre cas, l'Europe? D'abord, bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir de témoigner effectivement dans une période assez particulière. Non, je pense pas qu'il faille se replier. Je pense qu'on est effectivement... Moi, j'ai rarement connu une période où il y avait autant de facteurs de risque, d'incertitude. Et je partage assez l'avis du ministre que c'est plus de l'incertitude que la certitude que les choses vont aller mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs de risque. Mais encore une fois, les scénarios les pires ne sont pas nécessairement sûrs. Ce qui est vrai, c'est quand même qu'on a des bascules assez radicales et qu'elles s'ajoutent des enjeux géopolitiques. Le ministre le rappelait, la Russie aujourd'hui, peut-être demain la Chine, et que la tension entre les États-Unis et la Chine va durer. Des éléments structurels autour du changement climatique, des éléments structurels autour du digital, et un enjeu plus que jamais pour l'Europe. Et les 10 prochaines années, c'est la question de l'Europe. Et un changement important quand même pour l'environnement de votre métier de banquier. C'est l'inflation, les taux d'intérêt, ça change. On l'avait un peu oublié quand même, l'inflation. On n'avait pas voulu la voir, ou elle était cachée peut-être dans les bulles. C'est ce qu'on disait parfois, mais on ne voulait pas y croire. Là, aujourd'hui, elle ressurgit. Qu'est-ce que ça change dans votre perception de votre relation avec vos clients, les épargnants, les entreprises? Alors effectivement, c'est aussi un des changements radicaux. Alors je rappelle quand même qu'il y a probablement encore 3-4 ans, on parlait de risque de déflation. Donc c'est là où il faut rester extrêmement modeste. Et je pense qu'effectivement, il est extrêmement difficile aujourd'hui de prévoir de quoi vont être faits les 3-4 prochaines années. Aujourd'hui, on est face effectivement à probablement un tournant. La fin d'une anomalie, parce que n'oublions pas qu'on a vécu 10 ans avec une anomalie des taux négatifs. Souvenons-nous que il y a 7-8 ans, l'idée de pouvoir emprunter à taux négatif, c'est quand même une anomalie totale. Donc on revient à une forme de normalisation. Le problème, c'est que cette normalisation, elle peut elle-même conduire à des choses compliquées. Les politiques monétaires font face effectivement à une inflation brutale qui est alimentée par ces enjeux d'énergie, mais pas seulement, par les frictions que l'on a aussi, les sujets de marché du travail. Bref, c'est un des enjeux majeurs pour nous, évidemment, nous les banques, mais tout le monde, tous les acteurs économiques. Et c'est pareil, très forte incertitude. Nos économistes aujourd'hui ont plutôt comme, si je veux dire, scénario central, un atterrissage de la croissance, mais pas une récession violente, une croissance faible pendant 3 ans, qui devrait conduire naturellement à un ralentissement de l'inflation. Et donc, au fond, même à une baisse des taux, puisque les banques centrales, si elles doivent peut-être aujourd'hui, pourraient augmenter fortement les taux rapidement, pourraient les rebaisser en cas de ralentissement économique. Vous diriez qu'on retrouve un monde normal, en fait, c'est-à-dire le monde d'avant? Alors, oui, normalement, on doit retrouver un monde normal. Mais ce que je voudrais juste dire aussi, c'est qu'on peut aussi être face à un scénario de stagflation, c'est-à-dire vraiment des choses plus violentes et potentiellement une inflation difficile à contrôler. Donc, je trouve qu'on est dans un moment de pivotement à assez court terme, complexe, de sortie d'une situation anormale, et puis en plus d'avoir à conduire des transformations qui vont nous conduire sur les 10, 15, 20 prochaines années, et qui dépassent même cet enjeu de pivotement immédiat. Alors des transformations dans tous les secteurs, mais notamment le vôtre, celui de la banque. Alors en même temps, tout le monde le sait, vous allez quitter cet univers de la banque en mai prochain. Vous serez président de Sanofi. C'est un tout autre univers, mais restons sur la banque. Vous avez vécu 15 ans à la tête de cette banque, qui est la deuxième banque française, une banque systémique,
évidemment très importante. Vous avez connu de très nombreuses crises. Est-ce que vous pouvez nous faire partager finalement le bilan que vous retenez de ces 15 ans? C'est quoi les principales crises que vous avez traversées et comment non mais en 2008, en gros, ça commence en 2008, la crise financière. Aujourd'hui, on a cette crise de l'inflation qui revient avec la guerre. De Kerviel à Poutine, en 5 minutes, le résumé de Frédéric Oudéa. C'est assez compliqué, mais disons que c'est vrai qu'il y a eu quand même en 15 ans. On n'a pas du tout préparé. Non, mais en 15 ans, j'ai vécu, vous avez vécu 4-5 des crises majeures. C'est de risques atomiques, des 100 dernières années. Enfin, entre la crise financière qui a été quand même majeure pour nous, la crise de la zone euro, souvenons-nous qu'en 2011, l'enjeu c'est est-ce que l'euro va éclater, est-ce que l'Italie va faire faillite, le Covid, on a tous expérimenté une manière totalement différente de travailler brutalement et il y a eu l'enjeu de protéger nos salariés. Je dirais, c'est la première fois qu'on avait un enjeu de vie et de mort parfois et de protection de la santé de nos clients et de nos salariés. Cette guerre, où on a quand même un basculement géopolitique assez majeur, cette crise de l'énergie qui accélère aussi les enjeux et la complexité de la transition. Bref, on ne s'est pas ennuyé, je ne me suis pas ennuyé. À la fin des fins, peut-être que 2 choses. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui fera au fond les entreprises? C'est au fond une forme de résilience. Je pense que ce qu'on a aussi organisé, c'est justement la capacité à savoir réagir. D'une certaine manière, on s'était préparé aussi à l'événement extrême de la crise russe, ce qui nous a permis d'agir très très vite, de céder sans handicaper l'avenir de la banque. Ça me semble très important. Et puis deuxièmement, de penser quand même au temps long. Un de nos enjeux, je trouve, en tant que directeur général, c'est à la fois d'avoir le court terme, l'adaptation, etc., et puis en même temps, d'avoir à essayer de bâtir des business models qui vont porter l'entreprise sur les 5, 10, 15 prochaines années. Je pense qu'on a besoin de penser le temps long. De ce point de vue, il est trop tôt pour tirer un bilan, mais très content d'avoir bâti des modèles comme Boursorama, des modèles comme autour de la mobilité, qui, à mon avis, vont alimenter la croissance en servant nos clients, en les accompagnant dans leur transition, dans les 10-15 prochaines années, pas seulement dans les 3-4 prochains trimestres. Alors, vous ne serez pas forcément là pour conduire ces transformations, mais vous les avez initiées. Je disais en début de cet entretien, vous ne portez pas le nom de banque. Vous pourriez être autre chose qu'une banque, Société Générale. Vous allez aujourd'hui dans les mobilités, presque l'économie circulaire. Alors, c'est complètement moderne du point de vue, vous avez bien anticipé sans doute, ce monde de la sobriété où on sera peut-être plus propriétaire demain de notre voiture. Est-ce que vous pourriez l'appliquer, tout en restant bien sûr avec ce bilan bancaire, mais à d'autres activités économiques? Jusqu'où vous pourriez aller dans la transformation de Société Générale, où vos successeurs plutôt iront? Si vous voulez, ce qui est vrai, c'est que, et peut-être que vous êtes confrontés dans vos secteurs à la même chose. Nous, on a subi, encore une fois, une révolution de nos métiers traditionnels. Et je le répète, les taux bas ou négatifs, c'était un truc extrêmement difficile à gérer pour les banques. Et nous faisons face maintenant à de la digitalisation, j'en suis convaincu personnellement, qui va continuer à mettre de la pression formidable sur des revenus futurs vis-à-vis d'un certain nombre de clients. Et je vois de manière positive, puisque Boursorama, ça fait 8 ans qu'on l'a développé. Est-ce que Boursorama ne devient pas votre principal concurrent? Non, je ne le vis pas comme ça. Je pense que accepter une forme de concurrence interne, ça a été un vrai choix culturel et positif. Et je répète, je pense que Boursorama, qui aujourd'hui a 4 millions de clients, aura un jour 10 millions de clients. Je le pense, avec les effets de génération. Moi qui suis vos clients, vous me conseillez d'aller sur Boursorama ou rester la Société les Générale? deux, vous pouvez combiner Société Générale et Boursorama, n'hésitez pas. Ensuite, si vous voulez, c'est vrai qu'on a été confronté à la nécessité d'aller chercher des nouvelles sources de revenus face au fond, justement, à des contraintes fortes pesant sur des métiers traditionnels. Et la mobilité, c'est-à-dire savoir comment vous allez utiliser votre voiture. Quel type de voiture? Et la bascule vers des véhicules électriques, mais aussi effectivement le fait de moins posséder pour plus louer. C'est une histoire formidable à écrire, très active en matière d'accompagnement des clients, très ESG si j'ose dire. Mais à quoi l'appliquer d'autre, par exemple? L'immobilier, le logement? Est-ce qu'il y a une crise du logement aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait, les banques, votre banque, enfin les banques pourraient le faire, le co-living, on parle beaucoup de ces nouvelles tendances. La seule limite, c'est que derrière, il y a des actifs et du capital. Notre limite, ça va être quelle masse d'argent on sait, nous, parce que derrière, les voitures, c'est nous qui les possédons. Donc on a besoin d'argent, de capital, et ce serait compliqué probablement et risqué de posséder 1 million, si tant est qu'on imagine ce business model, d'appartements que l'on organiserait en location. Donc il y a des limites, des contraintes à cette réinvention, et on cherche aussi des modèles qui consomment moins de capital, moins de liquidité, mais en tout cas,
je pense que c'est important, en tant que chef d'entreprise dans ce monde, d'essayer de se dire, bah oui, est-ce que je sais sortir de mes métiers traditionnels, les adapter certes, mais aussi construire de nouvelles aventures très entrepreneuriales finalement. J'ai évoqué la crise Kerviel qui a quand même été assez fondatrice. D'abord, elle nous a conduit à prendre la tête de la Société Générale. Risque atomique autant que Poutine, d'une certaine façon. C'est vrai que les banques, je parlais de banques systémiques, aujourd'hui sont, je dirais, c'est ceinture et bretelles, c'est extrêmement contrôlé. Est-ce que c'est encore possible de faire ce métier de banquier de façon, j'allais dire, normale, ou est-ce que c'est pas trop enserré, trop contraint? Je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui font la compliance chez vous, mais ça doit être considérable. On a des milliers de personnes qui s'occupent du contrôle de l'audit. Bon, je pense qu'on a réussi quelque chose qui est de se dire que les banques sont sûres et savent traverser des crises. D'ailleurs, on l'a vu à travers le Covid, on le voit là aussi. Ce qui me soucie et qui concerne probablement d'autres secteurs, c'est que je pense qu'en Europe, on oublie un autre pan d'une forme de sécurité qui est la compétitivité. Et moi, je pense que j'ai finalement, quand je pense à mes 15 dernières années, je suis surpris par le fait de ne pas avoir passé plus de temps avec des stakeholders sur la compétitivité du secteur bancaire européen. Et l'écart s'est creusé avec les États-Unis. Et je pense que, pour moi, l'enjeu des 10 prochaines années dans beaucoup de secteurs, c'est est-ce qu'effectivement l'Europe sait réagir ? Et je partage l'avis du ministre sur l'enjeu de la rapidité d'exécution. On est dans un monde où il faut agir vite. Et c'est compliqué pour l'Europe, évidemment, beaucoup plus que sur un seul et même pays, gouverné par un seul et même chef d'État, un seul gouvernement. Mais on a un enjeu qui est d'éviter que les 10 prochaines années mènent à un déclassement supplémentaire de l'Europe. Et ça, il faut qu'on passe plus de temps sur la compétitivité intrinsèque de nos secteurs industriels et des services. C'est un peu la même question effectivement que je posais tout à l'heure au ministre. Est-ce que l'Europe n'est pas en train de se faire avoir et la France au milieu de tout ça aussi est-ce que ce n'est pas les États-Unis qui sont à la fois en train de gagner la guerre tout court et la guerre économique? En tout cas, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'on fait face à des enjeux de très court terme, comme Bruno Le Maire le disait. Est-ce qu'on aura assez de gaz et d'électricité? Et je pense qu'effectivement, on peut être plutôt rassuré avec tout ce qui est fait. Mais au-delà, c'est vrai, il y a un changement qui est et qui touchera peut-être plus l'Allemagne encore que la France. Oui, l'Europe va probablement avoir un problème d'énergie plus cher que par le passé. Et avant, peut-être que des modèles nouveaux, et le nucléaire, le renouvelable en font partie, ça prendra un peu de temps. Et je suis un peu soucieux de la manière dont les États-Unis nous regardent. En tout cas, c'est à nous de réagir aussi, parce qu'on ne va pas accepter ça facilement, mais il faut effectivement, une nouvelle fois, agir le plus vite possible pour bâtir ces modèles nouveaux de croissance et avoir notre place dans cette compétition mondiale, parce que les personnes ne nous feront de cadeaux. Bien, mais merci beaucoup Frédéric Oudéa. Je vais rendre le micro à Frédéric Ferrer. Merci de ces minutes passées avec nous. Merci. Et merci d'être venu ici. Merci Frédéric Oudéa. Merci de votre présence et de ce décryptage. Merci Philippe. À tout à l'heure. How can your bold vision be transformed into long-term value? Is your technology moving fast enough to realize your ambitions? Are you reframing your future, or is the future reframing you? Realize your transformation with connected strategy, transactions, and technology. Realize your transformation with EY.